Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très très content d'être là, puisqu'en vérité le véritable objectif de ma mission c'est plutôt les jeunes. Bon, hier soir c'était bien, mais la moyenne d'âge n'était pas vraiment à la hauteur. Non, je rigole. Alors donc, parce que le projet d'une conférence, c'est pas simplement de transmettre des informations, puisque aujourd'hui vous avez la possibilité d'en entendre beaucoup, mais le projet, comme j'ai expliqué hier soir, c'est de faire gagner 10 ans de vie. Maintenant, vous êtes à une période cruciale de votre vie, une période très importante, parce que vous savez qu'entre l'âge de 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ans, en fin de compte, on fixe pratiquement les trois quarts de sa vie. Parce que selon votre niveau intellectuel, si vous l'avez travaillé à l'école ou pas, d'accord, selon votre niveau de religion, si vous avez le niveau de spiritualité que vous aurez, entre les deux, eh ben, les études que vous choisirez, parce que si vous êtes nul en maths, ça va être compliqué d'être ingénieur. En fonction des trois, les gens que vous avez côtoyés, parce que c'est très rare que quelqu'un qui s'intéresse aux choses superficielles et rencontre quelqu'un d'essentiel. En fonction des quatre, eh ben, la personne que vous épousez. En fonction des cinq, les enfants que vous aurez. Je ne sais pas si vous... D'accord? Donc tout est déterminé dans cette période-là. C'est pour ça que cette période, elle est très très importante et que vous savez que tout ce qui existe en macroscopique existe en microscopique. Par exemple, le système solaire, il y a le Soleil avec les planètes autour. Et le microscopique, dans l'atome, vous avez le noyau avec les électrons autour. Donc tout ce qui existe en grand existe en petit. De la même manière, tout ce qui a existé au niveau du peuple d'Israël existe au niveau individuel. Toute l'histoire d'Israël, quand on l'aperçoit, au début, les Bnei Israël étaient en Égypte. Et après l'Égypte, ils sont passés dans le désert. Et après le désert, ils sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant, c'est très intéressant que l'Égypte, en hébreu, c'est Mitzraïm. Et Mitzraïm, c'est les mêmes lettres que Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites. Et ça ressemble à l'enfance. Parce qu'un enfant, quand il est enfant, c'est comme une prison. Ouais, il est prisonnier de ses limites, de ses capacités. Il est prisonnier de l'autorité de ses parents. Il est prisonnier de l'école. Fais ça, ne fais pas ça. Donc il est comme en Égypte. Après, quand il est en adulte, là, c'est le monde de la responsabilité. Ça y est, maintenant, tu assumes. Tu es un homme, tu es un Ben Israël, tu es marié, tu as fait ton école d'ingénieur, tes 2 ans d'Yeshiva, tu t'assumes. Donc le monde Eretz Israël, c'est exactement pareil quand la période quand les Ben Israël arrivent en Israël, c'est comme la période de l'adulte. Et quand les Ben Israël sont en Égypte, c'est comme la période de l'enfance. Mais qu'est-ce qu'il y a entre l'enfance et l'adulte? L'adolescence. Aïe, 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 boire ça là. Oui, l'adolescence. Maintenant, rappelez-vous que Amalek n'a pas attaqué les Ben Israël quand ils étaient en Égypte. Et Amalek n'a pas attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Eretz Israël. Il les a attaqués quand? Dans le désert. Midbar, c'est le désert. Midbar, c'est le désert. Et Midbar, c'est Medaber. C'est à ce moment-là que tu n'as pas envie de parler avec tes parents. C'est à ce moment-là qu'il faut parler avec eux. C'est à ce moment-là que tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Donc tu es assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour t'en rendre compte. Et c'est là que les plus grands choix se font. C'est pour ça que Amalek, il a attaqué les bénis Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Mais Amalek, vous savez très bien que c'est le descendant de Esav, que l'ange de Esav, c'est le Yetzerara. Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzerara. Vous suivez toujours? Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc l'adolescence, c'est la période du doute où Amalek attaque. C'est là que le Yetzerara attaque. Donc c'est justement à ce moment-là que vous devez poser vos valeurs, savoir qui vous êtes, ce que vous ressentez au fond, à quoi vous croyez, qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est à ce moment-là où vous allez sortir très très fort, ou vous allez sortir fragile. Maintenant moi je m'occupe un petit peu de service de Shalom Bayit. Je peux vous dire que quand on remonte dans l'historique d'un couple, et que les gens ils viennent après 17, 18, 19 ans de mariage, et ben malheureusement, on voit que tout est conséquent de ce qui s'est passé dans la jeunesse, de ce qui s'est passé dans l'adolescence, et de la personne qu'on a rencontré. Maintenant, la personne que vous rencontrez, elle a un seul défaut. C'est qu'elle vous ressemble. C'est-à-dire que si toi, tu veux savoir qui tu vas rencontrer, sache que tu vas rencontrer quelqu'un qui te ressemble. Ça s'appelle En Mezavgim Le'Adam et l'Alefi Ma'asav. On te fait rencontrer quelqu'un selon tes actes. C'est-à-dire que ce que tu es, c'est ce que tu vas épouser. Tu dis, je ne peux pas épouser une folle, mais c'est ce que tu es. Le contraire, tu dis, je veux une sadéquette. Tu veux une sadéquette, il faut que tu sois un sadique. Tu dis oui, mais moi je suis complètement déséquilibré. Eh ben tu vas rencontrer quelqu'un. Moi les filles elles me disent mais Rav, Ben Chetrit, comment ça se fait, je rencontre que des malades. Je dis mais c'est normal, tu as un petit côté infirmière. Elle me dit c'est vrai. J'aime bien prendre en charge. Alors sachez que Mère Teresa, il n'y en a une qu'une, on l'a canonisée. D'accord. Donc ne prenez pas sur vous la mission
de dire je vais le sauver, je vais le ramener. Non, 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 vous n'allez pas le ramener, c'est lui qui va vous emmener dans les abîmes, il y a bim, ouais. Donc c'est le contraire. Que chacun il va réfléchir que en fin de compte, la vie qu'on aura, elle va ressembler à ce qu'on est. C'est un principe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vérifier ça, mais dans la majorité des cas, je ne peux pas m'avancer à 100%, mais en général, le miroir renvoie le reflet de la personne qui est devant. Ça tient la route ou c'est trop abstrait? Je ne sais pas, je ne connais pas le niveau. J'ai été trop loin au niveau. Peut-être. D'accord. Donc je répète, le miroir renvoie en général dans son reflet le reflet de la personne qui est en face. Ça va là où c'est ceux qui ont fait de la physique comprennent là? L'inara. Bon, ça aurait pu être pire. Donc ça veut dire quoi? Non, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas grave. Alors je rappelle que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Non, parce qu'il y a des gens, on croit qu'ils gèrent, mais en fait ils digèrent. Donc c'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est que la réalité, je sais que c'est pas un langage des rabbins habituel, mais c'est pas grave, il fallait une exception. Donc c'est quoi l'idée? C'est que vous avez le miroir et vous avez la personne en face du miroir. Maintenant, le miroir, c'est la réalité. La personne, c'est toi. Ta réalité, elle te ressemble. Vous me suivez ou non? Tu regardes tes résultats à l'école et tu t'étonnes. Comment ça se fait que j'ai des résultats tellement nuls? Tu ne dois pas être le meilleur. C'est vrai, effectivement. Oui, ça marche. D'accord? J'ai rien fait, je comprends rien. Je comprends pas de quoi ça parle. Mais oui, tu n'as pas préparé. Je suis faible et les gens abusent de moi. Mais oui, mais tu es faible. Tu fais la brebis, l'autre il devient un lion. Ça veut dire la logique du bourreau et de la victime. C'est ce principe. Le bourreau et la victime. Alors c'est une grande question. Est-ce que c'est le bourreau qui génère chez l'autre l'état de victime ou est-ce que c'est la victime qui incite l'autre à devenir bourreau? C'est que nous-mêmes, nous fabriquons les bourreaux. Donc si je suis susceptible, je ne dis pas comment ça se fait que tu me vexes, puisque c'est moi le susceptible. Et si j'ai peur, je ne dis pas pourquoi tu me traumatises, puisque c'est moi qui fait que tu me traumatises, puisque j'ai peur. Alors pour essayer de comprendre tout ça, je vais vous faire un schéma sur le tableau. C'est pour ça que j'ai demandé un tableau, que vous avez eu l'amabilité de mettre en place. Donc là, ne réfléchissez pas qu'on est en train de faire un cours, d'accord? On est en train de gagner 10 ans de vie. Donc restez concentrés, mais en un seul mot. Donc, personne ne valide. Donc, ouais. Ah, ça c'est... Tu n'as pas compris que le centre du monde, il n'est pas vers toi. Mais... Alors, vous l'avez reconnu, c'est votre voisin de table. Tout le monde voit là? C'est ça, c'est une personne. C'est un peu comme les poupées russes, vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme. Au-dessus de l'âme, il y a le psychique, le moi, les chachamim, il appelle le lève. Et au-dessus, il y a le corps, d'accord, le physique. Et au-dessus, il y a le vécu. Maintenant, c'est très très important. Ça, je l'avais expliqué une fois à une personne qui faisait de la recherche expérimentale en psychologie. Elle m'a dit, mais Rav, vous m'avez résumé 15 ans d'études. Je dis, c'est dommage d'avoir perdu 15 ans. Maintenant, vous voulez que j'aille plus doucement? Je vais essayer. Intégrer vraiment. Oui, plus fort. Oui. Vous l'avez vu? Tout le monde l'a vu? Ça fait rien. Je vais vous rajouter des éléments adaptés au Maroc. Les premières, c'est pas grave. Tout le monde a besoin de voir ça. C'est marrant, je l'ai fait pour les ados et les parents ils m'appellent, ils m'ont dit j'ai fait tchouba avec eux. Bon, alors. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est très très important. Ouais. La neshama, là je filme pour vous, ça veut dire après je vais vous envoyer la vidéo pour ceux qui veulent revoir. La neshama, elle est divine. Elle est divine. Comme elle est divine, donc elle est infinie. Maintenant, tout ce qui provient de la neshama est infini comme la neshama. Maintenant, de la neshama, il sort une force incroyable. Et cette force-là, elle sort de la neshama, elle rentre dans le nefesh. Elle rentre dans le psychique. Maintenant, ici, il y a le jeu. Alors, pour comprendre un petit peu ça, c'est un petit peu comme l'électricité. Vous savez qu'on paye l'utilisation d'électricité, mais on ne paye pas
On paye la consommation, mais on ne paye pas la fabrication, parce qu'il faudrait acheter une centrale électrique à 3 millions d'euros. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le courant, il est là, dans la prise. Et moi, je branche un frigo, donc ça fait du froid. Je branche une chaîne IFI, ça fait de la musique. Je branche une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Non, mais elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Non mais ne rigolez pas pendant le cours, vous retenez, et après vous rigolez pendant 1 mois et demi. Mais sinon, on va perdre trop de temps. Donc regardez, c'est très très important. Cette énergie-là, quand elle sort de l'âme, elle arrive ici. Maintenant, il y a une chose très très importante, qui est expliquée par beaucoup de Chachamim, mais notamment le Rav Wolbe, qu'on dit Aratson novea me'aneshama. La volonté vient de l'âme. Et là, il faut faire la distinction très très claire, parce que si on se trompe, on peut devenir apikoros. Apikoros, c'est des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qui chantent ensemble. Apikoros. D'accord. Non, c'est pas ça. Non, c'est des gens, vous voyez, c'est des gens qui sont hérétiques. Maintenant, quand on dit que la volonté vient de l'âme, ça c'est très important, c'est pas que, puisque l'âme elle est divine, donc l'âme c'est Dieu. Donc c'est comme si Dieu ici il a un récepteur, et Dieu c'est l'émetteur. C'est normal puisque c'est le émet, d'accord? Maintenant, quand Dieu il va dire quelque chose, c'est réceptionné par l'âme. Ce que nous on appelle l'intuition, la clairvoyance, c'est une lumière qui vient de l'âme vers le psychique, vers le cerveau. Maintenant, si je dis que la volonté vient de l'âme, ça veut dire que c'est Dieu qui dicte, alors nous on est des robots. Ça va? Non, c'est pas ça. C'est pas la volonté, c'est pas quand on dit que le ratson, la volonté vient de l'âme, ça veut dire l'énergie de la volonté, elle vient de l'âme. Mais l'utilisation de cette énergie, elle est humaine. C'est-à-dire que c'est comme le courant électrique. Le bon Dieu, il envoie du courant. En éthique médicale, on appelle la vie. Vous savez, j'ai un ami qui a fait 12 ans d'études, plus que 12 ans, il a fait 12 ans de médecine, plus 5 ans de physique pour comprendre pourquoi la cellule, elle est vivante. Bon, il a fini alcoolique, c'est vrai, mais... Non, c'est un génie, c'est un génie. Bon, juste pour l'anecdote, il était tellement génial que quand il prenait de l'alcool, et il venait bourré à l'examen, il avait la meilleure note de l'académie, pour vous dire le niveau. Donc heureusement qu'il ne se bourrait pas, sinon il y aurait eu des suicides. Donc il se bourrait. Donc c'est quoi l'idée? Cette énergie-là, elle sort de l'âme. Elle s'appelle la vie. Quand elle arrive ici, elle n'a aucune connotation. Elle est parvée. Elle est ni halavi, ni basari. Mais le jeu, il la prend en charge. Donc ça s'appelle la volonté. Maintenant, au moment où cette énergie de l'âme, elle arrive au niveau du psychique, elle s'appelle ratson. Donc quand je dis je veux, c'est très intéressant, je veux, en vérité, l'énergie de l'âme, elle est divine, et le jeu, il est humain. Mais comme la volonté elle vient de l'âme, donc la volonté, elle est infinie, d'accord? Et le jeu, il est fini. Parce que le deuxième prénom du jeu, c'est Capri, c'est connu, d'accord? Donc, on a ici... Non mais c'est la culture, ça je pense que vous n'avez pas le bon âge. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand je dis je veux, en vérité c'est un mélange de fini et d'infini. C'est pour ça que l'homme il peut avoir des projets infinis. Une fois j'ai attrapé un neuropsychiatre et je lui ai demandé, je lui ai dit mais vous pensez qu'on est de la viande? Il m'a dit oui, on est de la viande. Bon, un peu évolué. Alors j'ai dit mais comment un homme il peut concevoir l'infini? Il m'a dit bah c'est l'imagination. Non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Donc si l'homme peut concevoir et conceptualiser l'infini, c'est qu'il contient l'infini, donc il est infini. Parce que les pharmaciens ne peuvent pas vendre des cravates. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock, d'accord? Donc si c'est ça, c'est intéressant que le jeu il est fini et le vœu il est infini. Maintenant quand tu vas faire des choses dans ta vie, fais attention, est-ce que c'est le vœu qui va être devant ou c'est le jeu qui va être devant? Attends, ça c'est très concentré, hein. Ça c'est nouveau comme ça, je vous dis des choses qui ne sont pas dans la vidéo. C'est que, tu me passes ici pour moi, si le jeu, il va accompagner le vœu, comme le vœu est infini, tu vas faire des choses énormes. Mais si ton vœu, il sert à projeter ton jeu, tu vas devenir balgava, orgueilleux. Donc quelle est ta priorité? Le jeu ou le vœu? C'est-à-dire quelle est ta priorité? Ta personne ou ton idéal? Maintenant, quand toi tu annules ton jeu au profit de ton vœu, en hébreu ça s'appelle Messirut Nefesh. Et le véritable obstacle à la personne, c'est le jeu, le moi, le moi. Parce que lui, il est fini. Or, la seule manière de devenir infini, c'est d'enlever en toi ce qui est fini. Résumé, la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Vous allez me dire, c'était pas la peine de venir de France pour dire ça. Alors, je vous donne le secret. Le secret, c'est que on connaît mieux ce qui est petit que ce qui est grand. Parce que ce qui est grand, c'est difficile. Mais ce qui est petit, on le connaît, on le vit tous les jours.
Maintenant, c'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on connaît que de se rapprocher de ce qu'on ne connaît pas. En gros, les Chachamim, ils ont mis torche et l'olishma, balishma. Le lolishma, tu le connais. Tu sais ce que ça veut dire faire pour le kavod, faire parce qu'on te regarde, faire pour frimer. Tu sais faire ça. Mais c'est difficile de faire les Shem Shamaïm entièrement pour Dieu. Donc les Chachamim, ils ont mis torche et l'olishma, balishma. Ça veut dire que quand tu vas savoir faire par intérêt, après, comme tu vas faire pour être le meilleur de la classe. Ouais, tu veux frimer, tu veux être au tableau d'honneur. Mais après, tu es aussi très bon dans ton école d'ingénieur. Maintenant, tu peux te servir d'une carotte qui s'appelle le kavod pour finir bien. Mais si ton but c'était que le kavod, c'est difficile parce que le jour où on t'enlève le kavod, tu plonges. Donc le but, ça doit toujours être le vœu et non pas le jeu. Maintenant, tu es obligé de passer par le jeu parce qu'il faut avoir confiance en soi et avoir un projet personnel. Mais à un moment ou à un autre, tu vas t'annuler. Comme dans ton couple, tu vas te marier avec elle, mais le but c'est le couple. Ouais, tu vas faire des enfants, mais le but c'est qu'ils réussissent. C'est pas qu'ils soient ton image, ta vitrine pour présenter ce que tu as réussi. C'est pas ta voiture, c'est tes enfants. Alors quand vous comprenez ça, cette énergie-là, quand elle sort, donc on a dit, elle sort de l'âme, elle arrive ici, elle s'appelle la volonté. Quand elle arrive dans le corps, elle s'appelle la motivation. C'est ça qui fait que ce coureur-là, il court plus vite qu'un autre. D'ailleurs, Ratson et Ratz, c'est les mêmes lettres. Qu'est-ce qui fait courir? D'accord. Et quand elle arrive dans le vécu, elle s'appelle... Traduire tous les mots. Qu'est-ce que j'ai pas Ratson. Alors Ratson c'est la volonté et Ratz c'est courir. D'accord. Tous les voleurs de mobilette le savent. Donc ça veut dire quoi? Ou de basket d'ailleurs. Bon, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Et le troisième c'est quoi? C'est la détermination. On appelle en hébreu ahlata. Et pour les nuls, le moment du flet. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Que quand la personne elle va prendre cette énergie-là, elle la prend en charge. Elle dit « je veux ». Elle l'envoie dans son corps, elle court plus vite, elle soulève les 250 kilos. D'accord. Elle va au bout de son projet. Quand elle arrive ici, elle la met dans la détermination, donc elle la met dans sa préparation au bac, dans sa volonté de terminer son mariage, de conclure le Talmud. Il y a tout ce que je vais faire dans la vie véhiculé par la volonté. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a le moi extérieur. Et ici, il y a le moi intérieur. Ici, on appelle le moi potentiel, et là, le moi réel. Et là, on a besoin du Maharal de Prague. Si vous avez entendu parler de lui, ça vous dit quelque chose? Oui, non? C'était quelqu'un de très religieux. C'est pas grave. Le Maharal de Prague, il a dit une phrase incroyable. D'ailleurs, j'ai écrit un livre de 405 pages sur cette phrase. Vous allez me dire que je m'étale. Vous verrez que dedans, il y a à peu près 21 ans d'années de faculté, parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je peux concentrer. Donc, non, mais l'autre, il est obligé de justifier son salaire, c'est pour ça qu'il étale en 3 ans. Mais il étale quoi? Il étale comment ça s'appelle? La thèse qu'il a développée. Cette thèse, il l'a développée en 2 heures devant un jury. À cause de cette thèse, on lui a donné une chaire, et lui, il a fait une licence avec la thèse. Donc avec 2 ans, avec 2 heures, il a fait 3 ans. C'est-à-dire qu'il pense vraiment qu'il s'adresse à des débiles. D'accord? Donc ici, il y a une notion, le Maharal de Prague, il dit Kol achaim zelatset minakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Le potentiel, c'est ça. Le réel, c'est ça. Ça, c'est le moi qu'on voit, c'est le moi qui parle, c'est le moi qui agit. Ça, c'est le moi qui pense, c'est le moi qui veut, c'est le moi qui rêve. Maintenant, quand on passe de là à là, il a dit le Maharal, ça s'appelle Chaim. C'est ça la vie. En français, on appelle ça exister. 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 Être à l'extérieur. Ister, être, ex à l'extérieur. Maintenant, quand tu n'existes pas, ouais, c'est pas parce que tu n'es pas là. Ouais, c'est parce que tu ne te réalises pas. Puisque ça, c'est le monde de la réalité. Et ça, c'est le monde du potentiel. Maintenant, quelqu'un, il peut avoir un très grand potentiel. Il ne réalise pas. Par exemple, la fille, elle connaît à fond toutes les leçons, mais comme elle n'a pas confiance en elle, quand elle arrive à l'interro, elle ne sort rien. Ça s'appelle le syndrome de la feuille blanche. C'est dommage. Parce que quand tu l'interroges à la maison, elle connaît tout. Mais quand elle arrive devant, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas créé la connexion entre son être intérieur et son être extérieur. Maintenant, ça, c'est la définition de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que celui qui n'est pas comme ça, il est mort. Mais pas mort comme on croit, Chas Shalom. Mort, puni de mort, condamné à mort. Non, Chas Shalom, non, juste mort, c'est tout. Maintenant, où il est le problème? C'est que, encore une fois, ce moi-là, il est potentiel. Celui-là, il est réel.
Alors quand vous écrivez le mot émet, émet, c'est la vérité. D'accord? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a parmi vous qui ont fait une croix sur leur religion. Donc regardez, émet, ça s'écrit Aleph, même Tav. Le Aleph, c'est la plus petite lettre. Elle vaut 1. Mais en même temps, c'est Alouf, c'est le chef. Tout est caché dedans. Le Tav, c'est la dernière. Elle vaut 400. Maintenant, tu dois passer du Aleph au Tav. Ici, il y a le Aleph. Ici, il y a le Tav. Et au milieu, il y a quoi? Le M. Le même. Le même, il représente l'équilibre, parce que c'est la lettre du milieu dans l'alphabet. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que le même n'est pas le même pour tout le monde. Il vaut mieux arrêter le médicament pendant la journée parce que ça enlève complètement. Donc c'est quoi l'idée? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Et les blagues, elles vous maintiennent en éveil. Et moi, je vous donne un conseil, c'est de, par exemple, quand j'avais votre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, moi je m'entraînais pendant des heures à penser à 4 choses en même temps. 4 choses. C'est-à-dire, je pensais à ce que je disais, je pensais à un sujet qui m'intéressait globalement, à une dissertation que je faisais en même temps dans ma tête, et à une question technique, genre pourquoi la couleur elle imprègne le tissu. Mais ça ne sert à rien. En vérité, pourquoi? Parce que je voulais vivre 4 fois la même seconde. Et je vous dis pourquoi aussi, parce que je savais qu'à 20 ans, j'allais faire les plus grands choix de ma vie, et que si j'avais été un Brel à 20 ans, c'est toute ma vie qui aurait été mauvaise. Et comme je savais que ce n'était pas à 19 ans et demi qu'on devient âgé de 20 ans, c'est pas au conseil de classe que tu passes de classe, c'est pendant toute l'année. D'accord? Donc j'ai dit, plus tôt je commence, plus tôt je suis prêt. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, ça veut dire que l'art foot, ce qu'on appelle la capacité cognitive intense, est obligatoire. En tout cas chez un Ben Israël. Les autres c'est optionnel, mais nous c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué que le même, ça représente l'équilibre. Ça veut dire que tu dois passer du Aleph au Tav. Du Aleph, c'est le potentiel, au Tav, en passant par le même, par l'équilibre. Tu ne peux pas d'un jour à l'autre comme ça, tac, tac. C'est vrai, tu vois des gens, des junkies, ils passent deux jours en Europe de l'Est, ils reviennent Hasid, c'est pas possible. Non, ils continuent à fumer des joints, mais ils revotent Shabbat. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. C'est que ça prend des années pour devenir quelqu'un de bien. C'est pas comme ça se ramasse pas à la poubelle. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Tu passes du Aleph au Tav en passant par le même. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Le Tav, on l'a dit, c'est ton être réalisé. Donc si tu ne réalises pas ta personne, il reste M. Tu es encore dans le ventre de ta mère, au niveau fœtus. D'accord? Si toi, tu détruis ton potentiel, je suis nul, j'y arriverai jamais, personne ne croit en moi, mes parents ne m'aiment pas, il reste maître. C'est ça la mort. La mort, c'est de détruire le potentiel ou de ne pas réaliser le potentiel. Maintenant, si c'est ça, alors maintenant on a un petit souci. C'est que pour que cette énergie, elle arrive là, il faut que les relais soient construits. Donc il faut que j'ai construit mon psychique, d'accord, mon équilibre, mon respect de moi-même, parce qu'on parle du respect de soi, de la maîtrise de soi, de la confiance en soi, de la cravate en soi, de la peinture sur soi. Mais personne ne réfléchit vraiment. Qu'est-ce que c'est le soi? Jusqu'à quel point est-ce que je me connais vraiment? Maintenant, il faut savoir que je ne peux pas m'utiliser et je ne peux pas me développer et je ne peux pas grandir si je ne me connais pas. Maintenant, les Chachamim, encore une fois, ils n'ont pas eu besoin de faire un doctorat de psychologie, oui. Ils disent des phrases très courtes mais très condensées. Qu'est-ce que c'est marqué dans Pirkei Avot? Im, En, Ani, Li. C'est les femmes qui répondent. Hein. Faites attention, ça fait pousser la barbe. Alors, regardez, restez calme. Donc je traduis. Restez calme. Donc je traduis. Si Émilie n'est pas pour moi, pour qui est Émilie? Non, c'est pas ça.
im, en, ani, li. Si moi, je ne suis pas pour moi, parce que ani, c'est moi, et li, c'est pour moi. Mi, li, qui est pour moi. Ah, c'est très intéressant. Pourquoi? Je vous donne une image. Normalement, moi, si j'avais été le Pirkei Avot, je n'aurais pas écrit ça. Moi, j'aurais marqué im, en, ani, ani, mi, ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est d'exister à ta place. Ça va ou non? En vérité, c'est faux, puisque les 3/4 des gens pensent le contraire. Par exemple, les gens, ils font un transfert de culpabilité. Donc, ils ont un problème de culpabilité, ils disent c'est toi qui es coupable. Ils font un transfert de responsabilité. Quand on leur impose quelque chose, ils vont dire non, tu fais rien à l'école, tu dis oui, mais c'est pas parce que mon père m'a arrêté de m'allaiter très, très jeune. Non. Bon, vous savez qu'il y a un site internet qui s'appelle blata.com, il faudrait absolument vous faire référencer. Donc qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, c'est que tu ne peux pas toujours dire toute ta vie c'est la faute des autres. Il faut arrêter. À un certain âge, ça suffit. À peu près, quand tu commences à marcher, ça y est, ça suffit. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? On n'y a pas marqué im, en, ani, ani, mi, ani. C'est marqué im, en, ani, li, mi, li. Mais c'est quoi li? Li, c'est qu'il y a le ani, d'accord? Et il y a un gars ici, le L, qui va s'occuper du ani. Pour moi. Vous me suivez ou non? Mais je peux pas, je suis déjà le ani. Ça veut dire que je dois être le ani, plus le ani qui s'occupe du ani. Ça s'appelle en français la forme pronominale. Par exemple, le matin quand vous vous levez, vous dites « je me lève ». Mais « je » c'est qui? C'est toi. « Me » c'est qui? C'est toi. Et à combien vous êtes? En fait, celui qui veut se lever, il s'appelle « je ». Celui qui ne veut pas se lever, il veut dormir. Il veut justifier le creux dans le matelas, que s'il se lève, Hazé Shalom, le creux va disparaître. C'est sa responsabilité. Il s'appelle le Allah, le lourd. Ouais. Maintenant, qui c'est qui lève le me? Le je. Je me lève. Le je, il lève le me. D'accord? Je me prends en main. Donc il y a quelqu'un en moi qui a envie de s'en sortir, il y en a un qui a envie de se laisser aller. C'est celui qui veut s'en sortir qui prend en charge celui qui veut se laisser aller. Mais attention, l'inverse aussi. Je me sens pas bien. Donc il y en a un qui veut rester en dépression et un qui voudrait s'en sortir. Donc quand je me sens pas bien, ça veut dire que je me donne les moyens de me maintenir victime pour continuer à me sentir mal. Donc le plus grand danger, c'est moi-même. La vraie limite de l'homme, c'est soi-même. Mais la seule solution, c'est soi-même. Alors comment je vais faire? Alors le problème, c'est ça. C'est qu'il faut fabriquer le Ani grâce à l'autre Ani qui va s'occuper du Ani. Ça s'appelle en français le respect de soi. Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est l'espace que je crée pour que l'autre existe. Par exemple, là je parle. Vous me respectez. Bon, je sais qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe, mais je veux dire, vous dites, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter de me saouler? Mais le respect, c'est que vous êtes intéressé à ce que j'existe ma connaissance, j'existe pour vous. Donc, dans notre rapport de coexistence, vous m'avez donné une priorité existentielle. Ça va? Donc, par exemple, les parents. Respect des parents, c'est quoi? Je donne aux parents le droit d'exister. Maintenant, les parents, quand ils existent, ils me montrent qui ils sont. Quand ils me montrent qui ils sont, je vois d'où je viens. Quand je vois d'où je viens, je sais qui je suis. Parce que comme disait le professeur Wallo, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les hamariers, ils font des hamars. C'est ça la frustration d'un père juif. C'est qu'il ne peut pas dire à son fils de hamar. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? mais vous êtes venus pour rigoler ou... C'est incroyable ces deux-là. Là. C'est pas grave, c'est une crise d'ado, ça revient. D'accord. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que moi, en tant que personne, je dois me donner les moyens de devenir moi-même. Maintenant, quand je me respecte, ça veut dire que de la même manière que toi, tu donnes au Rav le droit d'exister, tu donnes à tes parents le droit d'exister, tu donnes à ton conjoint le droit d'exister, tu dois te donner à toi-même le droit d'exister. Maintenant, si toi, tu ne te respectes pas,
Donc tu n'existes pas. Et on a dit que exister, c'est la définition de la vie. Maintenant, pour ça, pour comprendre la suite, il faut faire un zoom. Ici, là, je sais que c'est très sale, mais on va essayer de faire un zoom. Si la caméra veut bien suivre. Vous savez qu'on est filmé de là-haut déjà, mais on fait ça en plus. Donc, si on fait un zoom sur le psychique, donc ici on a dit il y a l'âme, la neshama, tout le monde prend Dieu là. C'est important. Et ici on a dit il y a le corps. Maintenant, c'est intéressant parce que c'est exactement comme un ordinateur. Dans un ordinateur, il y a le DOS, c'est la neshama. Il y a le Windows, c'est le système d'exploitation du DOS. Il y a le corps de l'ordinateur, la carte mère, ouais. Et après, il y a tous les périphériques qui permettent d'avoir le lien avec l'extérieur. La neshama, c'est le DOS. Le système d'exploitation, c'est le psychique, c'est le Windows. Le corps, c'est la tour de l'ordinateur. Et le vécu, c'est tous les périphériques pour avoir le lien avec l'extérieur. Donc, est-ce qu'ils ont créé un ordinateur sur le modèle du corps ou c'est le bon Dieu qui s'est inspiré de Bill Gates? On n'arrive pas à savoir. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, il y a l'âme. D'accord? Et ici, il y a le corps. Et ici, on a dit, il y a le moi. Maintenant, moi, pour ne pas vous troubler, j'ai résumé l'histoire. Mais en vérité, c'est un petit peu plus complexe. Puisque les gens, ils passent depuis 250 ans, ils essaient de comprendre justement comment ça fonctionne à l'intérieur. Ici, il y a le moi, c'est vrai. Et après, de chaque côté, il y a une tendance. Une, elle s'appelle Yetzerara, et une, elle s'appelle Yetzeratov. Le bon penchant et le mauvais penchant. Maintenant, nous, on traduit comme ça. Eux, les psychiatres, ils disent la tendance à la destruction, la tendance à la construction. D'accord? Les psychologues, ils disent la tendance à la non-existence, la tendance à l'existence. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. Dr Jekyll et Rav Hyde. Les deux facettes de ta personnalité. Combien de fois des femmes, elles m'ont dit, ah ben Chétrik, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Le véritable visage, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Et c'est une logique. Il y a une logique, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de véritable visage, parce qu'ils n'ont pas de personnalité, et ils vont s'adapter tout le temps à ce qu'il y a autour d'eux. C'est un phénomène en psychologie qui s'appelle le caméléon. C'est des gens qui s'adaptent au milieu. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon, et souvent, ils sont... Et qu'est-ce qui est marqué? Restez calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moi, c'est la personne. D'accord? Et ça, c'est une tendance. Et ça, c'est une tendance. Maintenant, il faut avoir une précision que les psychologues n'ont pas. C'est que, d'après la Torah, le Yetzerara, il vient à la naissance. Mais le Yetzeratov, il vient à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah. Donc on se retrouve dans une situation où un garçon de 13 ans, il a un Yetzeratov de 1 jour et un Yetzera de 13 ans. Donc le voyou, jean déchiré, Santiago, écran d'arrêt. Et en face, le petit qui vient de sortir du ventre de sa mère, on l'a lavé, on l'a mis en pyjama, on l'a mis par terre, on l'a dit battez-vous. C'est pas équilibré. Maintenant, le Michelet, il dit que le Yetzerara, il est vieux, parce qu'il est né avant, mais il est bête. Le Yetzeratov, il est jeune, mais il est intelligent. Qu'est-ce qu'il va gagner? L'expérience ou l'intelligence? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces deux-là ne sont que des tendances. Mais essayez de comprendre une chose très importante. Ça, c'est une bouteille. Vous la voyez ou non? Oui? Si vous ne la voyez pas, achetez un chien. Donc, un chien d'aveugle. Donc, cette bouteille, elle est pleine. On a dit ça hier, mais c'est pas grave, on peut reprendre. Cette bouteille, elle est pleine. Si je l'ouvre et je la vide, elle est vide. Maintenant là, elle contient 1,5 litre. Si je la vide dans une bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc, si je la vide dans une bassine, il y a 1,5 litre dans la bassine. Ça va? Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. Je répète? Bon, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. Pourquoi? Parce que dans le langage des Chachamim, le Yetzerara, il s'appelle Chasser. Il s'appelle le manque. D'ailleurs, la dégénérescence du manque s'appelle Chasra. C'est connu, d'accord? Donc, le Yetzerara s'appelle Chasser. Maintenant, on dit L'Erolam Adam Chasser. L'homme est toujours manquant. Bon, ça, c'est la Gemara dans Kiddushin avec la plaie, avec le médicament, mais on n'a pas le temps.
Mais c'est intéressant. Ça veut dire que l'homme contient le manque. C'est pour ça que je vous ai mis le moins. Maintenant, le moins, en même temps, il est générateur d'énergie parce que quand je me sens moins, eh ben, je veux être plus, d'accord? Donc quand je me sens ignorant, je vais être connaisseur. Quand je me sens moins riche, je vais être plus riche. Donc c'est grâce au Yetzer Hara qu'on a la volonté de développer. C'est pour ça que le Midrash, il l'appelle Tov alors qu'il est Ra, d'accord? Mais d'un autre côté, étant donné qu'il vient plus tôt, si moi je n'ai pas développé un moi, alors il faut savoir que le vide n'existe pas. Vous avez appris en physique que quand j'ai vidé la bouteille, elle s'est remplie d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Donc si moi je ne suis pas en maîtrise de mes influences, c'est mes influences qui m'influencent. Si moi je n'ai pas de personnalité, c'est mon entourage qui va prendre la place. Si moi je n'ai pas d'idée, c'est l'idée de l'autre qui va être mon idée à moi. Pourquoi? Parce que le vide n'existe pas. Donc dès que j'ai enlevé mon moi, le Yetzer Hara il rentre. Mais le problème c'est que je n'ai pas besoin de l'enlever puisque je ne l'ai pas créé encore. Donc si je n'ai pas développé ma personne, automatiquement ce vide-là, il va être rempli de Yetzer Hara. C'est pour ça que l'enfant, il commence par dire non avant de dire oui. Déjà bébé. Ouais. Et après, que quand il est adolescent, il croit que la contradiction, c'est une marque de personnalité. Alors qu'en fait, c'est juste de l'entêtement. Et l'entêtement, c'est celui qui maintient en mensonge en tête, puisque l'entêtement, et il le sait à l'intérieur de lui-même, puisqu'il le vit en mentant personnellement. Là, personnellement. Bon, j'ai essayé. Donc c'est quoi l'idée? Non, j'ai aucun a priori Chadé Shalom, je vois bien que c'est une réalité. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est pour vous exciter, c'est tout ça. Ça fait circuler le sang, ça maintient le cerveau, et vous dites je vais le casser, je vais le casser. Moi je sais que pendant ce temps-là, vous m'écoutez, c'est ça qui compte. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué que c'est tout le but, on a dit, c'est se fabriquer cette personne-là. Et ça s'appelle le lève. Moi je vous donne juste un secret. Ceux que le Yetzer Hara empêche d'écouter, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. C'est ça la force. Ouais. Donc regardez bien ici. Le moi, c'est la personne. Maintenant, le mot personne en français, vous le connaissez, il a deux sens. Ça veut dire personne et ça veut dire personne. Maintenant, pourquoi le mot personne veut dire personne et personne? D'accord? La Constitution française, la réglementation mondiale, l'UNESCO ont fixé les lois du respect de la personne. Mais pourquoi le mot personne qui est tellement important? Parce que c'est le droit de la personne, c'est le respect de la personne, c'est la respectabilité de la personne. Elle est aussi la personne. Personne. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas devenu une personne, il risque de rester personne. Et des fois, ça devient même son nom. On le dit d'ailleurs, mon nom est personne, d'accord? Mais cette idée-là, c'est que je dois fabriquer cette personne. Et vous allez dire, bon, mais c'est de la psycho. Non, parce qu'en hébreu, le mot ani, qui veut dire je, c'est les mêmes lettres que le mot en, qui veut dire le néant, la négation. Donc si je ne suis pas devenu ani, je suis aïn. Rien. Maintenant, quand je suis rien, je ne peux pas attendre que la vie, elle me réponde, ou que la vie, elle bouge, ou que mes projets se réalisent, puisque personne n'a rien demandé. Personne n'a parlé. Personne n'a agi. Et la Gemara le dit clairement. Keshem shepartsouf et em shonot, kaf darte em shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Le da'at, bon, c'est un mot qui est très très dur à traduire. Il faudrait à peu près 18 semaines de conférence. Rav Wolbe, il a écrit un livre entier qui s'appelle Kinyan Da'at sur la notion du da'at. Mais je vais essayer de vous le résumer en quelques mots. Le da'at. Communément traduit. Ouais, alors le problème, c'est justement c'est la traduction. Parce que si on regarde la da'at, ça veut dire le savoir. Si on traduit le da'at dans les lois de la Kavana, ça s'appelle la conscience. Mais si on traduit le da'at dans la notion de Shabbat, par exemple, de Melechet Marchevet, ça s'appelle la volonté. Parce que quand on dit Ma'adat Shelcha, c'est quelle est ta volonté? Maintenant, le da'at, c'est la conscience, le savoir et la volonté. Comment ça peut être les trois en même temps? Alors, je vous donne une phrase, un résumé de Ben Chetrit, d'accord? C'est que tu dois vivre ton savoir en toute conscience et selon ta volonté. Donc déjà, il faut savoir. Même les goïms, ils ont dit, nul n'est censé ignorer la foi. D'accord? Donc tu es obligé de savoir.
Tu ne peux pas dire je ne sais pas, j'ai pas su, j'ai pas appris, je ne pensais pas que c'était important, je pensais que le cerveau était en option. Chez certains, ça a l'air, mais en vérité, c'est impossible. Donc tu dois savoir. Maintenant, ça ne suffit pas de savoir, parce que c'est une grave maladie, ça s'appelle la culture, qui peut se terminer vraiment au niveau de la terre, ce qu'on appelle l'agriculture, d'accord? Non. Non, au niveau de la terre, ça veut dire que tu es au niveau de la terre, ça s'appelle le peuple de la terre, Amaretz, d'accord? Ouais. Donc, tu dois vivre ton savoir en toute conscience. Maintenant, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est quand la personne est là et que la réalité elle est là, ça s'appelle l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, vous êtes là, vous êtes conscient? Oui, non? Oui, vous êtes conscient. Voilà. C'est intéressant parce qu'on dit prendre conscience, comme prise de tête. Ouais. Maintenant, regardez, restez calme. La conscience, c'est le lien avec la réalité. C'est une grande marloquée dans la Gemara, Mishmon Rabinda, Mitkaven et no Mitkaven. Maintenant, si moi, je ne suis pas conscient, alors là, ça devient très intéressant. Si je ne suis pas conscient de ma réalité, est-ce que ma réalité, elle existe? Non? Oui? Non? Vous avez étudié un peu la physique quantique? Non plus? Bon, Netflix? D'accord. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une loi en physique quantique qui dit que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Par exemple, si je vous dis qu'au moment où je vous parle, en Amazonie, en plein milieu de la forêt, à 150 km du premier être humain, il y a un manguier énorme qui fait des mangues de 2,5 kg. Et il y en a une là, au moment où je vous parle, qui est mûre à point, elle est bourrée de sucre et elle vient de tomber par terre. Et elle a éclaté et personne ne va la manger parce qu'elle est loin de tout. Question existentielle, est-ce que cette mangue vous manque? Non. Elle ne manque à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 minutes, vous ne saviez même pas qu'elle existait. Donc je traduis qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Maintenant, il y a des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils sont mariés. La preuve, ils se trompent d'étage. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que ce n'est pas leur argent. La preuve, ils volent. Il y a des gens qui n'ont pas conscience du danger. Du coup, ils meurent. Regardez Ayrton Senna, il a raté qu'un virage finalement. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la conscience, c'est ce qui me relie à la réalité. C'est pour ça qu'il est interdit d'être inconscient d'après la Torah. D'ailleurs, dans les dommages, si vous avez étudié Baba Kama, oui, non? Baba Kama, peut-être Baba Kama. Non, Baba Kama, ouais. La première Mishnah de Baba Kama, elle dit qu'on est responsable quand nos biens, par exemple, abîment. Et de là-bas, on apprend l'interdit de détruire. Parce que dans la Torah, c'est marqué que quand tu casses, tu payes. Mais où c'est marqué que c'est interdit de détruire? Voilà, moi je suis milliardaire. Je rentre chez toi avec une batte de baseball, je casse tout. Tu me dis, mais t'es un malade, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le problème? Tiens, voilà 100 000 euros en liquide. Combien vaut ta baraque? 50, je t'en file 100. J'ai le droit de casser ou non? Oui, non, oui, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Un moral? Laisse tomber la morale. Voilà, je te paye. Non, c'est la première chaboura du Keilat Yaakov de Rav Kanievski sur Baba Kama. Ouais. D'où est-ce qu'on sait l'interdit de voler, l'interdit de détruire? Le Issour Nezek. Alors il dit parce que c'est marqué là-bas dans la Mishnah, ou Shmiratan Alecha. Tes biens, tes animaux, Shmiratan, leur garde, elle est sur toi. Écoutez bien ce que je dis maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit que c'est interdit de casser, mais on te dit que tu es obligé de préserver les dommages. Mais dans la préservation des dommages, c'est de garder. Garder, c'est pas casser. Donc la Torah, elle t'a dit que quand tu n'as pas tout fait pour que ça n'arrive pas, on va considérer comme si tu as tout fait pour que ça arrive. Donc ça ne sert à rien de dire le bac il est difficile puisque tu sais que tu n'as rien foutu. Tu le sais que tu n'as rien foutu. Tu le sais, tes cahiers sont neufs. Ouais, même ton cerveau, tu peux le remettre sur eBay après ta mort. Non débloqué, encore emballé. C'est pour ça qu'ils ont appris ça eBay, parce qu'à chaque fois qu'on lui disait mais qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, il disait eBay, allez, hop, il a fini sur eBay celui-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est l'Amazonie ici ou quoi? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais, je sais même plus où je suis. De quoi je parlais? Juste avant. La mangue.
Donc la manque ne manque à personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une réalité existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, toi, tu n'as pas conscience que le bac, c'est dans 3 mois. Donc tu as déjà raté le bac. Toi, tu n'as pas conscience que tu es devenue une femme. Tu es formée, tu n'es plus un bébé. Après, tu dis, mais pourquoi ils me regardent, les garçons? Parce que tu es un shawarma. Je veux dire, parce que non, mais tu vois bien dans ses yeux qu'il a un regard bizarre. Vous êtes en train de faire des maths tous les deux, d'accord? Toi, tu es avec lui parce qu'en tout bien, tout honneur, Chazé Shalom, on n'est pas des animaux, et toi, tu écris tout ça, lui, il est à côté, mais tu n'as pas vu que ton chemisier, il s'est ouvert de 2 boutons. Et lui, d'un seul coup, il te regarde dans les yeux. Et tu vois que son regard, il a changé. Pourquoi? Parce que le Ani, son Ani, il s'est mélangé avec le mal qui est en lui, il s'appelle animal. Et si vous allez dire, allez, restez calme. Et si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, non, parce que, en fait, chut, restez calme. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis, c'est de la Torah. Ça a l'air comme ça d'être des blagues, mais ce serait trop long à chaque fois de donner la preuve. Mais le Ramban, parce que c'est marqué que quand Adam et Chava ont fauté, alors Vatipa Karna et Nehem, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors ils demandent le Ramban, il dit, pourquoi avant ça ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Il dit non, parce que quand ils ont mangé le Hetzadat, il dit le Ramban, il dit avant la faute, Adam Arishon, il voyait le corps de sa femme comme les paumes de la main. Non, c'est très rare qu'un gars il s'excite sur une paume. Ouais. Mais d'un seul coup, l'œil il a changé. C'est comme si un enfant de 8 ans, il ouvre la porte de la salle de bain et il voit sa cousine. Oh, il fait ouais. Mais à 14 ans, il ne ferme pas la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Parce que le Yetzirah, il est venu maintenant. C'est le vice. Donc c'est ça, animal. Vous me suivez ou non? Non, c'est très très important parce que si vous la regardez comme un shawarma, ça veut dire que c'est de la viande. Si vous, ça vous intéresse d'être regardé comme des shawarmas et que vous allez vous habiller exprès pour qu'on vous regarde comme des shawarmas, ne venez pas dire après comment ça se fait qu'il ne me respecte pas puisque je lui montre moi-même que je suis un shawarma. C'est que la pudeur d'après la Torah, c'est le droit d'être une personne. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas venu en décolleté et en pantalon fendu. C'est vrai, pourquoi je ne suis pas en décolleté? Je devrais être en décolleté, en mini-jupe. Si je voulais avoir du succès. Pourquoi? Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur. Il y a une femme qui est venue, écoutez, monsieur Lanchekri, je ne suis pas du tout d'accord avec votre cours sur la pudeur, parce que moi, je n'ai rien à cacher. Je dis, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Puisqu'on voit tout. Une fois, j'étais dans un séminaire, et pareil, une jeune fille dans l'ascenseur, on était en train de prendre l'ascenseur, et puis elle me dit, écoutez, Rav, je voulais vous dire, je m'excuse de vous le dire, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais ce que vous avez dit sur la pudeur, vraiment ça m'a choqué, parce que moi je suis pas du tout d'accord, moi je suis une femme libre, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, c'est l'autre qui est malade, il me regarde avec des yeux pourris. Je dis, écoutez, imagine justement vous êtes dans l'ascenseur, avec le voisin du dessus, Jean-Michel Duport. Et, bon, il s'appelle comme ça, il ne faut pas se moquer, mais il a quand même une... Bon, alors... un lien de famille en tout cas, ça... Mais d'ailleurs, il est dans l'art et on dit c'est ni de l'art ni du fond. D'accord. Mais et votre voisin du tilleul, d'accord, Jean-Marc, il vous dit écoute, Myriam, vous avez un corps splendide, pourriez-vous vous mettre en sous-vêtements? Alors Myriam elle dit mais vous êtes un malade. Mais je vais appeler la police, je vais porter plainte pour harcèlement. Le gars dit papa, vous énervez pas. Je vais attendre le mois de juillet à la plage. Parce que pourquoi est-ce que dans l'ascenseur, c'est un abus de pudeur et à la plage, c'est une mitzvah? C'est la même personne. Tu es la même personne. Maintenant, rappelez-vous que les stylistes, c'est eux qui dessinent la mode. D'accord? Et que la mode, elle est au profit du regard de l'homme, elle n'est pas au profit du regard de la femme.
À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les jupes portefeuille. Vous vous rappelez de ça ou non? C'était très bizarre. C'était une jupe qui, quand tu marches, elle s'ouvre entièrement. Alors, tu avais toutes les filles du monde qui marchaient comme ça. C'est comme des fois des dames qui viennent au cours avec ce qu'on appelle un servez-vous. En fait, c'est un dos nu, mais elle l'a mis à l'envers. Alors, elle vient après le cours avec une jupe, mais courte. En fait, c'est une ceinture, mais courte. Et un truc comme ça, et elle s'assoit. Alors, quand elle vient voir le rave, alors elle fait comme ça. Un béchet. Je dis, mais j'ai pas compris, vous, qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, bah, j'ai honte quand même. Je dis, mais vous avez honte de moi, vous n'avez pas honte de lui. Alors, je vous donne le secret. La pudeur, c'est le droit d'avoir une intériorité. Maintenant, si je montre mon extériorité, c'est que je pense que mon message, c'est mon corps. Mais si mon intériorité, elle est plus importante que mon extériorité, si tu veux savoir qui je suis, ben tu me parles, et si tu vas aller plus loin, ben tu m'épouses. Mais jusque-là... Non, je préviens. Non mais, je préviens. Vous savez, je dis ça aux jeunes, quand vous êtes en copain et que vous n'êtes pas tellement religieux, et qu'il peut se passer des choses, c'est normal parce que chacun a besoin de vérifier que l'autre existe. Donc il touche, on ne sait jamais, des fois que ça serait une image en 3D. Alors voilà, un conseil du Rav Ben Chetri, ça fait 25 ans que je le donne. Si vraiment, ça fait 1 an et demi que vous le connaissez, il n'en peut plus, il vous dit écoute, j'en peux plus, il est 4h30 du matin, s'il te plaît, montre-les-moi. Ça veut dire tes qualités, bien sûr, vous avez compris, d'accord? Mais comme en hébreu, les midot, ça veut dire aussi les mensurations, donc c'est très compliqué quand la personne dit est-ce qu'elle a des bonnes midot? Tu dis 60, 90, 60, c'est bien. Ça, c'est des midot de folie, vraiment, une sadéquette, d'accord? Donc quand le garçon, encore une fois, au bout d'1 an et demi, il va vous demander un Marassé Messed, je t'en prie, rien qu'une caresse, rien qu'un bisou, rien que... Faites-moi plaisir, pensez à moi, regardez-le dans les yeux et dites-lui, crève. Jusqu'à la choupa. Rien. Wallo. Tu dis, allez, je t'en prie, on n'est pas religieux. Rien. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai vu des dizaines de mariages qui ont été annulés quelques mois avant. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils avaient été un peu poussés, un peu loin. Vous savez qu'on appelle comment ça s'appelle ça? Un flirt poussé. Ça veut dire que tu l'as poussé, elle est tombée. Ouais. Et quand la personne, elle a été avec la personne, d'un seul coup, il regarde la fille différemment. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui finalement, elle a accepté. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, elle a accepté avec toi. Il m'a dit, oui, mais c'est plus pareil, mes sentiments ont changé. En vérité, monsieur, il a mangé les fraises, il ne veut pas acheter le fond de tarte. Et vas-y, ramène ta fraise. D'accord? Donc l'idée, c'est simple. C'est que vous êtes des bénotes Israël. Vous êtes des diamants. Si vraiment monsieur, il a des besoins équatoriaux, ouais, il vous respecte. Parce que si, déjà, avant le mariage, il vous regarde comme un objet, comment vous espérez qu'après le mariage, il vous regarde comme une personne? Donc il faut se faire respecter. Et c'est ça le respect. Je ne suis pas un objet. Je suis une personne. Donc la pudeur, c'est le droit d'être une personne. Par contre, si toi, tu te mets dans un état où tu montres que tu es un objet, ne viens pas me dire après les gens, ils ne me respectent pas. Puisque respecter, c'est le droit d'exister. Et exister, c'est exprimer un potentiel. Mais comme toi, tu n'as que la superficialité, donc tu n'as pas l'intériorité, donc tu n'as pas besoin d'exister puisque tu es personne. Tu fais le contraire. Tu dis, je suis une personne. Alors, s'il te plaît, si tu penses qu'on a un avenir ensemble, laisse-moi tranquille. On continue à parler, on continue à échanger, on continue à construire, on continue à évoluer. Et pour ce qui est de la partie technique, ouais, après la choupa, après la soirée, si Dieu veut, on fera l'acrobatie aérienne. Mais d'ici là, wow! Et d'ailleurs, ça fait 25 ans que je dis ce conseil. Tu dis au garçon de crève, et jamais une fille elle est venue me dire, eh ben il est mort. Non seulement ils n'en meurent pas, vous en faites pas pour eux, ils sont solides, mais en plus de ça, c'est surtout vous qui ne mourrez pas. Parce que quand tu agis, quand tu vas trop loin, tu meurs, ça veut dire que tu meurs dans l'image de l'autre. Donc si vous voulez rester vivante, le kavod atzmo. Donc si c'est ça maintenant,
Je ferme la parenthèse et je remets la jupe. Donc, on a dit ce moi-là, ouais, il faut le développer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la musculation du moi? Vous vous rappelez, on a dit le Maharal de Prague, il dit Kol haïm zelatset minakoach la poël. Combien de temps on a? Encore un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous voulez qu'en un quart d'heure, je les amène tous à l'époque? Alors, de toute façon, je viens une fois tous les 10 ans. Donc, je viendrai pour la bar mitzvah de vos enfants, si vous voulez. D'accord? Midi et quart. Psh, je suis milliardaire. Par contre, toi, le forfait, il a augmenté. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? On va faire passer une casquette après. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué comment est-ce qu'on devient. Alors, écoutez bien, comment un élève de première il devient un élève de terminale? Parce qu'au conseil de classe, on a dit tu passes en terminale? Non. Parce qu'il a écouté les cours? Non. Parce qu'il a fait l'exercice? Non. Parce qu'il a fait les interros. Les interros, qu'est-ce que c'est les interros? Les contrôles sur table. C'est que l'interro, l'examen, permet de devenir ce que tu as appris. Quand tu n'as pas appris, tu ne sais pas. Quand tu sais, ça ne veut pas dire que tu as compris. Tu fais les exos. Quand tu fais les exos, ça ne veut pas dire que tu es devenu. Mais quand tu es à l'examen, avec une feuille, un stylo et ton cerveau, on va voir ce que tu es devenu. D'ailleurs, même dans les textes du ministère de l'Éducation, on dit que le baccalauréat, c'est un examen qui permet de vérifier le niveau de maturité atteint dans l'acquisition des connaissances. Donc ça ne suffit pas de recracher le cours. On va te mettre un vice dans la question pour voir jusqu'à quel point tu as intégré, tu es devenu ce que tu as appris. Donc non seulement de ne pas savoir, c'est très grave, mais même de savoir si tu n'as pas intégré, ça ne sert à rien. Donc il faut que tu deviennes ce que tu apprends. Donc en fait, tu es devenu un élève de terminale pendant la classe de première. Maintenant, pendant la classe de première, on t'a posé des questions. Et toi, tu as donné des réponses. Maintenant, quand tu réponds à la question, c'est exactement le même phénomène que exister. Maintenant, ce lien-là, entre toi et la réalité, par la conscience, vous vous rappelez ou non? Ça s'appelle l'expérience. Encore expérience. Maintenant, l'expérience, c'est-à-dire répondre à la question, en hébreu, ça s'appelle la'amod benisayon, se tenir dans l'épreuve. Maintenant, quand moi, je vis une expérience en toute conscience, en toute volonté et en toute connaissance, c'est-à-dire avec le da'at, automatiquement, je vais exister pour répondre à la question. Eh bien, la résonance de l'expérience, c'est la maturité. Ça veut dire qu'en assumant la question, en répondant à la question, je deviens plus mature. Donc, en classe de 5e, on va me donner des exercices de 5e, je vais atteindre le niveau de maturité mathématique de 4e. Vous me suivez ou non? Donc, moi, j'ai appris qu'il ne faut pas voler. Mes parents m'ont dit qu'il ne faut pas voler. Je sais que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler. C'est écrit dans les 10 commandements qu'il ne faut pas voler. Mais moi, j'arrive à l'épicerie ou à la boulangerie. Il y a la boulangère, elle est vieille. Madame Lermia, très connue. Ouais. Donc, elle ne voit rien. Et elle va au fond pour aller chercher la baguette. Et moi, j'ai tout le pot avec toutes les sucettes dedans. Les chocos, je ne sais pas comment ça s'appelle, les choupes. J'ai oublié. Ouais. Alors, je les prends ou je ne les prends pas? Elle ne voit rien. Elle ne les compte pas. S'il en manque 2, ça ne fera rien. En vérité, mon isayon, c'est est-ce que je sais, est-ce que je pense être interdit de voler? Je le vis ou je ne le vis pas? Alors je vous explique. En rentrant à la boulangerie, tu savais que c'était interdit de voler, d'accord? Mais si tu n'as pas volé en sortant de la boulangerie, tu es devenu honnête. Mais si tu voles en disant « Ah, ça ne va pas lui manquer », tu es malhonnête, mais en plus, tu es franc. Ce qu'on appelle un escroc honnête. Donc c'est des gens qui vont emprunter avec l'intention de ne jamais rendre, mais qui ne vont jamais nier la dette. Mais quand tu leur demandes « Quand est-ce que tu me rends l'argent ?» Tu dis, est-ce que je suis prophète? Et tu dis, rends-moi au moins 100 € sur les 10 000. Tu dis, non, moi je ne suis pas comme ça. Moi c'est où tout. Tu peux les compter dans le maaser, ceux-là, c'est fini. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris que l'épreuve, en vérité, c'est elle qui me fait grandir. C'est pour ça que on a dit que le Maharal, il a dit, Kol haïm zelatset minakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Et bizarrement, le Ramban d'Ahmanid,
dans le passage là-bas de l'épreuve d'Avram Avinu, Akedat Israq, il dit là-bas aussi que toute l'épreuve, elle était pour Avram Avinu de passer mi-leftov, les marasetov, la tset, mi-la-koar et la poêle, passer du potentiel au réel. Ça veut dire, vous êtes fatigué là, je peux arrêter. Vous êtes bien? David, Raïm, Eliaou, Meir, Fernand. Essayez de suivre. Non, je vous donne le secret. Si le Yetzirah vous empêche d'écouter, c'est que vous êtes concerné. Et concerné, ça peut s'écrire en 2 mots. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que, restez calme, que quand je suis Romed Benisayon, je me tiens dans l'épreuve, je grandis. C'est pour ça que c'est marqué, dans les Chachamim, ils ont dit Ezeu Gibor, Akovesh et Kitzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzirah. Nous, on croit que l'homme fort, c'est celui qui est capable de déglinguer 14 personnes au karaté, ou qu'avec une seule balle, il peut tuer 18 ennemis. D'accord? Non, ça c'est Esav. L'homme fort dans la Torah, c'est celui qui va maîtriser son Yetzirah. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce que Gibor, ça veut dire fort. D'accord? Ça vient de Gever. Et Gever, ça veut dire quoi? Hein? Gever, un homme. Maintenant, je vous donne le secret. Écoutez bien. Écoutez bien. Imata Gever. A Yetzirah ou Yeled. Si tu es un homme, ton Yetzirah, c'est un enfant. Imata Yeled. A Yetzirah ou Gever. Ne dis pas la vie, elle est difficile. C'est toi qui es nul. Si toi, tu es bon, la vie, elle est facile. Si tu es prêt à l'examen, même si tu ne tombes pas sur ton sujet, comme tu as bossé comme un malade, tu vas réussir. Maintenant, si tu n'as rien foutu, même si tu tombes sur le sujet que tu connais, tu vas te planter parce que tu n'as pas confiance en toi, puisque tu n'es pas devenu bon au niveau psychique, puisque tu n'as pas travaillé. Maintenant, si vous comprenez ça, donc quand c'est marqué Adam Sarich les Idgaber, un homme, il doit se maîtriser, il doit se renforcer, en vérité, ça veut dire Adam Sarich liot Gever. Un homme, il doit être un Gever. Maintenant, tu es un Gever devant le Yetzirah qui est dehors, un Yetzirah qui est dedans. Un Yetzirah de la peur, un Yetzirah de la bêtise, un Yetzirah de la flemme, un Yetzirah de la lourdeur, un Yetzirah de ne pas réfléchir. Il y a plein de Yetzirah. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, son but, ça n'est pas que tu fautes. Vous êtes au courant ou non? Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait lui? Il crée les mauvaises midotes qui vont te faire fauter. Mais jamais il te fait fauter. Le Kriyat Shema, le Yetzirah ne te fait pas rater le Kriyat Shema. Non, il développe chez toi la négligence. Et comme tu négliges, tu rates le Kriyat Shema. Ouais, le Yetzirah, il fait que tu n'anticipes pas sur les situations. Donc, tu n'as pas préparé le Kéli. Du coup, le matin, tu te laves pas les mains. Ouais, et comme tu te lèves en tard, tu pars vite en courant, sans faire motzi. Donc, tu prends le pain et tu t'en vas. Mais pourquoi? Tu dois faire Netilat, tu es un Ben Israël. Tu dois faire Netilat, tu dois faire la bracha de Netilat, tu dois faire motzi, tu dois manger le pain, tu dois faire Birkat Amazon. Ah, tu dis, mais je sais, Rav, je sais, mais je t'ai pressé. Mais, réfléchis. JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire Jean Khmar au carré. D'accord? Quand tu es pressé et que tu n'as pas fait motzi, peut-être tu vas être pressé avec ta copine et que tu vas épouser une Khmara. Si tu avais pris le temps de faire Netilat, d'apprendre à la connaître, de faire la bracha de motzi avec la kavana, de savoir quel est son contexte, et après de manger kasher après que tu as fait Netilat, ça aurait été bien. Mais toi, tu étais trop pressé. Tu es trop pressé. Alors après, tu ne sais pas comment faire parce qu'elle est enceinte. Et après, tu vas voir les parents et tu vas voir tes parents. Tu dis, papa, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ils viennent me voir. Rabbi Chétit, qu'est-ce que je fais? La fille, elle est enceinte. Je dis, bah alors épouse-la. Il me dit, mais je l'aime pas. Je dis, mais comment elle est tombée enceinte par Wi-Fi? Eh oui, parce que vous êtes sur le même réseau. Ah, je dis, il faut l'épouser. Elle m'a dit, non, mais elle n'est pas mon genre. Je dis, mais comment elle est assez ton genre pour que tu fasses ça? Elle n'est pas assez ton genre pour que tu l'épouses? Ben, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été roé tanolad, tu n'as pas été chacham. Ezeu chacham, roé tanolad. Vous connaissez cette phrase, non? Qui est le sage? Celui qui voit l'avenir. Maintenant, juste un petit mot en plus, qui n'est pas dans le forfait, mais je vous le mets quand même, parce qu'il va vous faire gagner, celui-là aussi, au moins 3 ans de vie. C'est le temps. Si vous avez l'occasion d'écouter un cours, si vous avez le temps d'écouter un cours à moi sur le temps, c'est un temps précieux. C'est un cours très. Moi, je mets à peu près 14 secondes pour préparer une conférence. Mais là, j'ai mis 2 ans et demi. J'ai dit hier soir, les gens ils croient que je rigole. À 17 ans, je dictais des disserts de philo à des 3e années d'Hippocane, c'est-à-dire une fac spécialisée en philo. Donc, je n'étais pas spécialement débile avant la yeshiva.
J'espère que ça n'a pas dégénéré après, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les éléments que je vous donne, ce sont des éléments qui sont profonds, qui sont riches et qui sont réfléchis. Maintenant, je vous laisse les 17 prochaines années pour dire le contraire. Je ne suis pas pressé. Ne croyez pas que je parle comme ça et parce que je rigole, que je dis des choses qui ne sont pas importantes. Tout ce que je dis, c'est important parce que jamais j'utilise une minute de ma vie pour rien. Et surtout que je laisse ma femme et mes enfants, c'est pas pour venir faire le clown. Parce que si, comme l'a dit Boujna, si Ben Chetri fait des spectacles, nous on va vendre des tickets. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? En plus c'est intelligent. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez le présent, et vous avez le passé, et vous avez le futur. Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, le passé, en vérité, pourquoi on l'appelle passé? En fait c'est du présent. Mais comme il est passé, on l'appelle passé, parce que c'est du présent passé. D'accord? Maintenant, le futur, c'est aussi du présent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle futur? Parce que c'est un présent à venir. Donc, c'est un présent à venir. Maintenant, en fait, le passé, c'est du présent, le présent, c'est du présent, et le futur, c'est du présent. Maintenant, écoutez bien. Comment je comprends mon présent? En regardant mon avenir, en regardant mon passé, puisque mon présent est le fruit de mon passé. D'accord? Si je comprends rien à l'interro, je sais que j'ai rien foutu pendant la leçon, et j'ai pas fait les exercices. D'accord? Donc en regardant mon passé, je comprends mon présent. Si je suis impulsif et je suis nerveux et que je gueule sur tout le monde, je sais que je n'ai pas travaillé ma patience. C'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Donc mon présent est le fruit de mon passé. Ça va toujours. Donc celui qui arrive à analyser son passé, il comprend son présent. Parce qu'à l'époque où le passé était présent, mon présent de maintenant, il était futur. D'accord. Maintenant, ici je suis dans mon présent. Un jour, mon présent va devenir le passé. Quand ça? Quand mon futur va devenir présent. C'est rien, là, j'ai juste des mots. Alors écoutez bien, écoutez la phrase. Écoutez cette phrase de Ben Chetri, elle est incroyable. C'est que si je comprends mon présent en regardant mon passé, il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. Ça va? C'est QFD, ce que fait Dieu, d'accord? Donc, ben, c'est évident. Alors vous allez me dire, oui mais Rabbi Chetri, par exemple, même quelqu'un qui a un doctorat de lettres, ouais, et qui a lu à peu près 32 000 pages, 320 000 pages disons, ouais, et vous allez lui dire, tu sais lire? Il va dire, attends, j'ai un doctorat de lettres, bien sûr je sais lire. Alors vous allez la bouteille comme ça, vous lui dites, vas-y lis. Le mec il dit, attends mais là je peux pas lire. Pourquoi? Écoutez la phrase, écoutez bien, écoutez-vous. Si vous vous écoutez parler, vous avez les 3/4 des réponses à vos questions. Je manque de recul. Ah, Mziana. Pourquoi tu t'es pas rendu compte que tes enfants ils ont grandi? Parce que tu manques de recul, tu les regardes comme ils avaient 8 ans, mais ils en ont 18. Ouais. Tu n'as pas de recul sur ton couple, tu n'as pas de recul sur ton business. Parce que toi tu achètes, tu as payé la bar mitzvah avec l'argent de la société. Ok, tu es dans le social, mais là il y a de l'abus, ça s'appelle abus de biens sociaux. D'accord? Donc c'est pareil, tu manques de recul. Maintenant, si toi, pourquoi tu peux comprendre ton présent? Parce que tu as de recul sur ton passé, puisque le passé, il est passé. Ça va? Maintenant, comment on peut prendre du recul sur son présent, puisqu'il est encore présent? Alors, il y a deux manières de prendre le recul. Soit de manière horizontale, donc tu vois de loin, tu dis, oh là là, mais c'est la ville de Paris. Alors que si on te parachute dans une ville en plein milieu comme ça, en plein milieu d'une rue, tu dis, écoute, je ne sais pas, peut-être on est à Budapest, je ne sais pas. Quand tu prends le recul, tu vois que c'est la ville de Paris. Maintenant, ça, c'est le recul horizontal. Mais il y a aussi le recul vertical. En français, ça s'appelle la projection. C'est-à-dire que je me projette au-dessus de moi-même et je me regarde. C'est ça le lit, Ani, lit. Parce qu'il y a le Ani qui est en bas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et il y a le lit au-dessus, le Lamed, qui le regarde. Il dit, hey, ce que tu fais, c'est pas bien. Hey, ce que tu dis, c'est faux. Le contraire, là, c'est bien, je t'encourage à continuer. Donne-toi la chance. Ça, c'est un bon gars pour toi, continue à le fréquenter. Celui-là, c'est un fou, un malade. Il va t'amener à vérifier des capacités à fumer ton avenir, et c'est dangereux. C'est pour ça que les gens, dès qu'on leur parle de drogue, ils disent shit, shit, shit. Il n'y a pas de shit. Je vois des parents, ils disent, alors fils, écoute mon fils, c'est quoi cette odeur dans les toilettes? Ah papa, c'est des tiges de cerise. Arrête! Je sais très bien ce que c'est, d'ailleurs j'en ai... D'accord? Donc tu me réponds, est-ce que tu fumes du shit, oui ou non? Tu vois le gosse, il commence à bégayer, il n'y a pas de beuh! Je sais qu'il faut se fixer une ligne, mais tu n'es pas obligé de l'aspirer parce que peut-être qu'elle est blanche. Donc c'est quoi ce qui est marqué ici?
si c'est marqué que l'homme, il va avoir des épreuves. Maintenant, le bon Dieu, qui est le plus grand pédagogue du monde, il va te donner des épreuves. Ces épreuves vont te permettre d'être Omed Ben Isayon. Parce que vous avez compris maintenant ce qui se passe. En fait, l'école, c'est le modèle de la vie. Le proviseur, le directeur d'école, c'est le bon Dieu. Le programme, c'est la Torah. Les camarades de classe, c'est les gens que tu côtoies. La classe, c'est ton espace d'évolution personnelle, c'est ta réalité. Les épreuves, c'est les exercices qui vont permettre de grandir. Et le professeur de travaux dirigés, c'est l'Yetzer Hara. Il va te proposer des épreuves, et toi, où tu vas être Omed Ben Isayon, parce que tu vas être Midgaber. Comme tu vas être Midgaber, tu vas devenir un Gever, et au fur et à mesure que tu vas grandir, eh ben, tu deviens de plus en plus Gever. Maintenant, plus tu es Gever, plus sa vie elle est facile. Donc tu es passé du Gever potentiel, ce que tu as appris, au Gever réel, ce que tu es devenu. Pour ça qu'en hébreu, quand on dit Ata Gibor, comment vous traduisez? Ata Gibor. Il faut y aller là. Je ne sais pas si vous allez être accepté à la conversion. Tu es fort. D'accord? Donc je l'aurais écrit pour les gens qui n'arrivent pas à lire. D'accord? Tu es fort. C'est comme ça, non? Non? Alors non, excusez-moi, peut-être que je l'ai mal écrit. Tu es fort. C'est mieux comme ça? Non, non plus. Bon, alors tu es fort. Non plus. Ça va pas? Alors écoutez bien ce que je vous dis, parce que là aussi, c'est un très très grand yesod. Tu, c'est toi. Et fort, c'est ce que tu dois fournir. Maintenant, il n'y a plus le et là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'effort n'est pas un effort pour celui qui s'est oublié. Mais si tu te regardes toi, moi, mais je ne vais pas réussir, moi je vais le faire, moi c'est trop compliqué, moi je suis le plus mauvais de la classe, moi j'ai pas l'âge, moi je suis immature, moi j'ai pas le courage, enlève-le moi. Enlève-le. Il va rester l'effort. Je vous raconte une histoire. Un copain à moi, mais malheureusement il n'est plus vivant aujourd'hui. Il était en voiture avec son père. Son père c'était un chacham, lui aussi c'était un chacham. Et ils ont eu un accident. Et la voiture elle a fait des tonneaux et s'est retrouvée sur le toit. Et lui il a été éjecté par le pare-brise et son père il est resté bloqué dedans. Il était évanoui. Et lui il se réveille, il voit la voiture à l'envers et il voit son père dedans. Et la voiture elle commence à prendre feu. Il essaye d'ouvrir la portière pour sortir son père, il n'arrive pas. Donc son père il va mourir. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, c'est une histoire vraie. Hein. Il a retourné la voiture. Il a ouvert la portière, il a sorti son père. Les pompiers sont arrivés, il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ben, j'ai sorti mon père. Il dit mais comment vous avez fait? Il y a des témoins, ils vous ont vu retourner la voiture. Une voiture ça pèse minimum 1 tonne. C'est quel âge il avait le petit? 14 ans. À 14 ans, tu soulèves une voiture? Il lui a dit mais comment vous avez fait? Il a dit j'allais pas laisser mon père mourir. Ça à votre avis, c'est physique ou mental? Donc il faut avoir un mental très très fort. Parce que si tu as des trous dans le mental, ce qu'on appelle en Suisse les mentales, d'accord? Donc ton mental n'est pas complet, tu n'es pas entier. Si tu n'es pas entier, tu es manquant. Si tu es manquant, tu es chasser. Et chasser, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant toi, tu dois maîtriser tes manques et tu dois combler tes manques. Dans la spiritualité, il faut combler les manques. Dans la matérialité, il faut maîtriser les manques. Les gens, ils font l'inverse. Dans la matérialité, ils comblent, ça s'appelle la consommation. Dans la spiritualité, ils maîtrisent. C'est bon, mes enfants mettront les téphilines, blinédaires, d'accord? C'est pile à l'envers. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas construit ce moi-là, et on a dit que ce moi, il devient fort grâce au Nisayon. Mais qu'est-ce qui fait Yetzer Hara? Étant donné que depuis que tu es petit, il a pris ta place, donc toi, tu n'existes pas, et lui, il agit à ta place. La preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, la première chose que tu fais quand tu te fais attraper, la première chose que tu dis, qu'est-ce que tu dis? C'est pas moi. Et c'est vrai que c'est pas toi. Après tu dis, écoute bien, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi et qui est plus fort que moi. C'est de la folie. Alors je ne sais pas quel est votre niveau d'orthographe, mais c'était plus fort que moi
Donc moi, c'est je, c'est comme c'est un pronom personnel, mais c'est je, tu, il, nouveau il, pronom personnel. Mais c'est quoi? Ça. C'est Le ça. C'est quoi? Le ça. Le ça? Oui, le ça, d'accord. Donc ça veut dire que c'est impersonnel. C'est un déterminant. Ouais. C'est un. Mais il a raison, ça, comme. Ce que je voulais dire, c'est comme si dans le titre, il y a le ça, le moi, le surmoi, le moi. Et le ça, c'est comme. Ce que je voulais dire. Le ça, en fait, c'est. Oui. Ça. Exactement. Donc ça veut dire quoi? C'est impersonnel. Maintenant, c'est très intéressant. Restez calme. Au niveau psychiatrique, c'est intéressant, pour ceux qui se sentent prêts à être internés. C'est que le moi, c'est personnel, mais le c'est impersonnel. Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a un truc impersonnel en toi qui est plus fort que toi. Donc le pire qui peut t'arriver dans la vie, c'est de ne pas vivre ta vie. Et si tu vas dire, oh ben, je m'en fiche, je fais ce que je veux, mais c'est même pas toi qui veux. Quand tu dis je veux, ouais. De toute façon, j'ai mes choix. Mais quel âge tu as? Ton génie, il est plus vieux que toi. Donc si tu n'as pas développé ton moi, si tu n'as pas développé ton jeu, si tu n'as pas développé ta personnalité, et donc que tu es personne, et que Yetzirah prend ta place, alors tu crois parce que tu t'entêtes, et parce que tu fais la gueule, ou parce que tu veux être différente de tes parents, alors ça veut dire que tu es toi-même? Pas du tout, pas du tout. Parce que pour pouvoir dire je veux, il faut un jeu. Mais ça prend des années à fabriquer ce jeu-là. Il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de Torah, beaucoup d'efforts, beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, beaucoup de français, beaucoup de remise en cause, beaucoup de construction personnelle pour arriver au jeu. Maintenant, si vous allez dire, eh ben je m'en fiche, de toute façon je m'en fiche, ça me prend la tête, ça me saoule, je me vois pas en train de réfléchir, et puis j'ai pas envie de faire des études, et de toute façon je vais être coiffeur ou coiffeuse. Alors écoutez-moi bien, dans la vie il n'y a que des ballons et des joueurs. Si tu n'es pas un joueur, tu seras un ballon. Alors ne viens pas toute ta vie te plaindre de ouais j'ai rien décidé de rien, tout le monde décide à ma place, et puis je suis en ai marre d'être exploité et d'être poussé à bout, et puis l'autre il gagne 20 fois plus que moi. Mais toi, tu n'as pas voulu devenir un patron, parce que peut-être tu n'avais pas l'intelligence qu'il fallait pour ça. Ouais, c'est ça ton problème. Mais lui, il a accepté d'être patron, parce qu'il a pris le risque. Mais toi, tu ne veux pas prendre le risque, donc toi tu te mets dans la situation infantile de faire l'enfant devant celui qui prend ta place. Et je vous ai dit tout à l'heure, ces années-là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est le moment où tu vas déterminer un Imeler ou Oumeler. C'est moi le roi de ma vie ou c'est lui le roi. Maintenant, ne viens pas me dire comment j'ai pu épouser une femme pareille, puisque tu étais un Ahmar, tu as rencontré une Ahmara. Ne viens pas me dire, mais d'où ils sortent ces enfants? Je dis, mais ils sont le fruit de ta génétique. Et la semence, elle reprend ton essence. Et l'essence, c'est ce que tu es devenu. Comme tu n'es rien devenu, Zerachel Behema. D'accord? Maintenant, si toi, de la même manière, ne dis pas comment ça se fait que je fais un métier complètement nul. Mais Baba, c'est toi qui ne voulais pas faire les études. Après, ne dis pas, mais comment ça se fait que je comprends rien à ce qui m'arrive? Mais c'est normal, puisque tu as choisi d'être déterminé et non pas d'être indéterminant. Toute la vie, elle va être dans ces moments-là. C'est pour ça que le Yetzirah, il est intéressé à vous empêcher de grandir. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est ça mon but. Mon but, c'est que je viens dans 10 ans et vous me dites, Rabat, j'ai rencontré des gens en Israël maintenant. Même je ne sais plus où, parce que je voyage tellement des gens. Ils me disent, j'étais à votre cours au Dej. Gabriel, ça fait combien d'années le cours du Dej? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je suis venu ici, j'ai fait un cours. Maintenant, le mec, il est chirurgien en orthopédie spéciale. Il m'a dit, je me rappelle des mots que vous avez dit. Ça veut dire quoi? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de se projeter. Le but, c'est de grandir. Le but, c'est d'être des bénis Israël. Et des bénis Israël, c'est quoi? Ce sont des tzadikim équilibrés et autonomes. Ouais. Tzadik, ça veut dire que j'ai un rapport avec le divin 100% cachère. Et tzadik, ça vient de tzedek. Et tzedek, c'est la balance. Et la balance, c'est l'équilibre. Maintenant, il y a une logique. C'est là, c'est ce que tu penses. Et là, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Quand toi, tu es en équilibre entre ce qui est marqué dans la Torah et toi, tu t'appelles tzadik. Maintenant, si tu dis, écoute, la Torah, elle dit ce qu'elle veut, mais moi, je pense ce que je veux. Alors, tu as un problème. Maintenant, si toi, tu n'es pas obligé de correspondre avec la Torah, Dieu n'est pas obligé de correspondre avec toi. Ça s'appelle Siyata d'Ishmaïa. L'aide divine, c'est un miroir. Le Midrash, il dit, tu bouges, je bouge. Tu bouges, je bouge. Ouais. Eke, Asher, Eke, c'est je serai celui que je serai. Je bouge avec toi. Tu vas vers le mal, je vais t'aider. Tu vas vers le bien, je vais t'aider. Tu veux évoluer, je vais t'aider. Tu veux te planter, je vais t'aider. Tu veux un fou qui te pourrit ta vie, je te le fais rencontrer. Tu veux un gars extraordinaire qui te sauve la vie, je te fais rencontrer. C'est toi qui décides. C'est ça la liberté. Maintenant, le problème, c'est que les gens revendiquent la liberté, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences de la liberté. Et c'est dans les deux sens. Parce que rappelez-vous que les mêmes escaliers qui font monter dans l'immeuble, c'est les mêmes pour descendre. D'accord?
Donc de la même manière que toi, tu peux te préserver, tu peux grandir, tu peux évoluer, tu peux travailler à l'école, développer ta personnalité, te respecter en tant que personne, faire un choix que tu veux, rencontrer la personne qu'il faut, tu peux faire l'inverse. C'est le même escalier. L'escalier de la descente et l'escalier de la montée, c'est pareil. Mais pour ça, il faut avoir le respect. Le respect de quoi? De soi-même. Et comment tu fais? Parce que tu es fort. C'est-à-dire que quand on te dit travaille, travaille. Tu commences pas à dire est-ce que c'est vraiment obligatoire? Quand on te dit préserve-toi, préserve ta neshama, préserve ton corps, c'est pas un effort. Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille parce qu'il est vraiment tard. On a dit tu es fort, c'est à ta gibor. Ça veut dire que quand tu es fort, c'est pas un effort d'être fort pour quelqu'un qui est fort. C'est comme si toi tu fais de la musculation et tu soulèves 120 kg. Après je te viens, je te dis tu peux m'aider à prendre la valise mais elle est un peu lourde. 28 kg. Tu fais comme ça, oh purée, elle est légère. Mais si toi, quand ta mère elle te dit donne-moi un verre d'eau, tu dis oh maman, je vais avoir un claquage. Ça veut dire que tu es en pleine crise de phlémologie mais chronique. Donc le verre il est lourd parce que tu es un glandeur. Le verre il est léger parce que tu fais de la musculation. Donc maintenant, quand toi, tu es fort, ça veut dire que ton effort, il ne te coûte pas d'effort parce que tu es fort. Si tu n'y arrives pas, sache que tout est dans le mot. Regarde, quand tu n'es pas, tu es fort, c'est l'effort tue. L'effort te tue. Maintenant, quand tu vas dire, attends, le programme de maths, il est énorme, mais on t'a donné 1 an, tu n'étais pas obligé d'attendre la semaine avant le bac. On t'a donné 15 jours pour faire la dissertation. Restez calme. On t'a donné 15 jours pour faire la dissertation. Pourquoi tu l'as fait la veille? Mais s'il pensait le prof que tu pouvais la faire en une soirée, il te l'aurait donné la veille. Alors pourquoi il te la donne? Et si vous allez dire, bah écoutez, moi j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Si on te donne 15 jours, non, vous savez, est-ce que vous savez à quoi sert l'école? Non, parce que je me demande, vous savez à quoi sert l'école? J'ai pas l'impression. Les 3/4 des gens ne savent pas. En fait, ça sert à rien. Bah oui, parce que Marignan 1515, qu'est-ce que tu vas faire avec dans ta vie? Les logarithmes du 3e degré, tu vas rien faire avec. Les équations, c'est pour quoi faire? Écoutez bien ce que je vous dis. L'école ne sert à rien. Mais les qualités que tu vas développer à l'école, elles vont te servir toute ta vie. Tu apprends à résumer, tu vas résumer dans ta vie. Comment tu vas savoir synthétiser une situation? Parce que tu as su synthétiser le texte. Maintenant, comment tu vas développer la dissertation? Comment tu seras capable de développer un argumentaire? Parce que tu as fait la dissertation. D'accord? Comment tu vas être capable de visualiser l'intériorité d'un choix? Ce qu'on appelle en français la numérisation. Parce que tu as fait beaucoup d'équations. Maintenant, si tu as fait beaucoup de maths, ton cerveau, il va pas à la même vitesse que quelqu'un qui en a fait peu. Nous, quand le prof il donnait 4 exercices de maths, vous savez ce qu'on faisait? On était une bande de fous, des copains des fous. Vous savez ce qu'on faisait? On faisait les 40 exercices de la leçon qui étaient dans le livre, plus on achetait 3 livres, on faisait encore 40 de chaque. Ça veut dire on faisait 120 exercices quand le prof il donnait 4. Les autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient attends, 4 exercices, c'est trop, monsieur, demain on a éducation physique, on veut être prêt. Et nous on en faisait 120. Pourquoi? Parce que la vraie peur qu'on avait, la vraie peur à notre époque, c'était d'être des CON. C'est ça notre peur. On avait peur d'être des CON. Or, qu'est-ce que c'est un CON? C'est le contraire de quelqu'un d'intelligent. Et c'est quoi intelligent en philosophie? C'est celui qui est adapté. Parce que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il est Omed Banisayon. C'est ça intelligent. Par contre, le contraire, le CON, il est inadapté. Maintenant, si toute ta vie, tu ne veux pas être inadapté, le travail il est difficile, la distance c'est trop, j'arrive pas à dire pardon à ma femme, j'arrive pas à comprendre mes enfants, j'arrive pas à m'arranger avec mes beaux-parents, j'arrive pas à demander un crédit à la banque, j'arrive pas. Si tu veux pas être toute ta vie un CON, parce que c'est ça la clala. Moi, quand j'avais votre âge, je priais tous les jours. Je prie Hachem, ne fait que je ne devienne pas un CON et fait que je ne subisse pas des CON. Parce que tu peux être un gars très intelligent et avoir un patron fou. Il faut prier pour les deux. Maintenant, je te dis, la prière, elle est valable parce que toi, tu as fait Ishtadlout pour qu'elle réussisse. Donc, tu te donnes les moyens. Et le bon Dieu, il fera le reste. Comme il dit le Chazon Ish, Hachem, il fait 90% et toi, tu fais 10%. Parce que il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, si c'était pas l'aide d'Hachem, tu ne pourrais pas réussir. Donc, Hachem fait les 90%. Parce que toi, tu ouvres le magasin, avec qui on voit les clients?
Toi, tu cherches une femme, mais qui c'est qui te l'envoie? Tu vas tester toutes les femmes du monde, toi? Il t'envoie la bonne, comment tu sais? Ouais. Toi, tu vas avec ta femme. Pourquoi les enfants, ils sont bien? C'est le bon Dieu. Donc en fait, toi, tu fais 10% et le bon Dieu, il fait 90%. Mais il dit le Chazon Ish, mais les 10%, fais-les bien. Chazak Obaou.